Tout ce qu'on peut dire à propos d'un intervalle de confiance est qu'un paramètre métaphysique peut soit s'y trouver, soit ne pas s'y trouver. Cette citation est du statisticien William Briggs, et sachant que les intervalles de confiance sont l'un des piliers des sciences modernes, à côté des fameuses p-values dont on a déjà beaucoup parlé, ça peut paraître être un constat très sévère. Aujourd'hui, on va essayer de clarifier les propos de Briggs et voir en quoi, comme la p-value, les intervalles de confiance sont quand même hyper utiles. Si les sciences ont énormément gagné en crédibilité au XXe siècle, c'est en très grande partie grâce à ces intervalles de confiance. Et je trouve ça malencontreux qu'on les célèbre pas autant que, disons, la mécanique newtonienne. Ceci étant dit, comme la p-value, les intervalles de confiance sont aussi souvent mal compris, y compris par les scientifiques, voire les statisticiens. En tout cas, moi, quand je suis devenu docteur en mathématiques appliquées, j'avais une compréhension extrêmement bancale de ces intervalles de confiance. En particulier, ces intervalles ne sont pas vraiment ce qu'on pourrait croire. Ils peuvent être extrêmement trompeurs. Mais avant d'en venir là, arrêtons-nous sur l'intérêt de raisonner avec des intervalles. Trop souvent, on a tendance à s'arrêter à des chiffres précis. Par exemple, pour estimer le coût de sauver une vie, on a envie de s'arrêter à un chiffre exact. Typiquement, en 2015, Business Insider annonçait que si on s'y prenait bien, ce coût était égal à 3 337 dollars et 6 centimes. Et comment dire ? Je ne connais pas bien l'étude, mais je suis à peu près sûr que ce coût n'est pas exactement 3 337 dollars et 6 centimes, ne serait-ce que pour des histoires de fluctuations monétaires ou d'inflation. Mais, au-delà d'une erreur potentielle, le problème avec des chiffres précis, c'est qu'ils ne reflètent pas l'étendue de notre ignorance. À quel point est-ce que Business Insider était sûr de lui-même? Est-ce qu'il était sûr à 1 dollar près? Ou est-ce plutôt l'ordre de grandeur qui paraît plutôt valide, à savoir quelques milliers de dollars? Idéalement, bien sûr, si on est bayésien, plutôt que de déclarer un nombre précis, il faudrait décrire toute notre incertitude, typiquement avec une courbe de la distribution du coût minimal probable pour sauver une vie. Par exemple, avec la courbe à l'écran, qui dit que ce coût est possiblement de quelques centaines de dollars, mais il est probablement de quelques milliers de dollars, et il est très probablement en dessous de 10 000 dollars. Sauf que calculer et communiquer toute une courbe comme ça, ce n'est vraiment pas pratique. L'idée des intervalles est de concevoir un langage intermédiaire entre l'excès de confiance d'un nombre précis et la complexité d'une distribution probabiliste. Et c'est d'ailleurs un tel langage que GiveWell adopte désormais. GiveWell estime ainsi que le coût de sauver une vie est entre 900 et 7000 dollars. Il est dans l'intervalle 900-7000 dollars. Alors, soit dit en passage, j'avoue ne pas avoir pris le temps de lire les détails du calcul de cet intervalle. Mais si vous êtes curieux, je vous invite vivement à lire le blog de GiveWell qui est extrêmement transparent à ce sujet. Aujourd'hui, la question qui m'intéresse, c'est plus le degré de validité de cet intervalle. En particulier, quelle est l'interprétation philosophique de cet intervalle? Peut-on faire confiance à ce genre d'intervalle? Pour bien répondre à ces questions, il est important de distinguer trois sortes d'intervalles différents, à savoir les intervalles de fluctuation, les intervalles de confiance et les intervalles de crédence. Dans tous ces cas, on va donner des intervalles comme 900, 7000 dollars. Et il est si tentant de penser qu'ils parlent de la même chose, tout comme il est si tentant de confondre la vraisemblance des données et la crédence des théories. Cependant, une telle confusion risque de conduire à des contresens. Donc même si ça va forcément vous faire quelques nœuds au cerveau, je vous le promets, ça vaut le coup de bien démêler tout ça. Bon, en fait aujourd'hui on aura le temps de parler que des intervalles de fluctuation et de confiance. On abordera les intervalles de crédence la prochaine fois. Commençons par les intervalles de fluctuation. En gros, ils reviennent à dire que si je refais une même expérience plusieurs fois, je dois m'attendre à des fluctuations dans les données d'une expérience à l'autre. L'intervalle de fluctuation est donc un intervalle de fluctuation des données. Un autre point important est que l'intervalle de fluctuation concerne ce qu'on s'attend à obtenir. Autrement dit, il s'agit d'une prédiction sur les données. Et qui dit prédiction selon une certaine théorie T. Un intervalle de fluctuation, IF, dépend donc de la théorie T qu'on considère. Pour mettre en valeur cette dépendance, on peut la noter IF de T. Comme tous les autres intervalles à venir, l'intervalle de fluctuation dépend également d'un niveau de probabilité. Par exemple, on peut considérer un intervalle de fluctuation à 95%, un intervalle de fluctuation IF de T 95%, pour une théorie T et un niveau de vraisemblance de 95%, doit alors être tel que si la théorie T est vraie, alors la probabilité que les données se trouvent dans l'intervalle de fluctuation IF de T et 95% est égale à 95%. Autrement dit, on doit avoir l'équation, la probabilité lorsque je tire D au hasard que D appartienne à l'intervalle de fluctuation T 95%, sachant que la théorie T est vraie, est égale à 95%. Telle est la propriété fondamentale de l'intervalle de fluctuation. Elle dit ce que l'on peut attendre des données avec grande probabilité si on suppose la théorie T vraie.
Bien souvent, en pratique, t dépend de paramètres, souvent notés avec diverses lettres grecques comme mu, sigma ou lambda, parfois on utilise la lettre p. Tout ceci appartient alors au monde des théories, ce que je rends ici explicite en utilisant la couleur jaune-verte, par opposition à la couleur bleue qui correspond aux données. L'intervalle de fluctuation va alors typiquement ressembler à quelque chose comme intervalle de fluctuation de paramètres p sigma et à 95% est égal à l'intervalle p moins 1,96 sigma divisé par racine carrée de n, p plus 1,96 sigma divisé par racine carrée n, même si ça dépend bien sûr du niveau de vraisemblance qu'on considère et surtout de la théorie t avec laquelle on effectue les prédictions. De façon cruciale, ces intervalles de fluctuation ne doivent pas être confondus avec les intervalles de confiance qui, eux, concernent les valeurs des paramètres de la théorie. En fait, un intervalle de confiance n'a de sens que pour des paramètres de la théorie. Et ça veut dire en particulier que si une théorie n'a aucun paramètre, alors la notion d'intervalle de confiance n'a aucun sens. C'est d'ailleurs pour cette raison que William Briggs parle de paramètres métaphysiques. Les paramètres de la théorie sont fabriqués par la théorie, et il ne s'agit en aucun cas de données observables. En particulier, si on considère que tous les modèles sont faux, on en vient vite à la conclusion que les intervalles de confiance ne nous disent rien de ce qui est. Ils ne parlent que de ce qu'on s'imagine sur ce qui est, y compris quand on sait pertinemment que ce qu'on imagine est faux. Alors je vais quand même tempérer ce que je dis, puisque mieux ajuster la crédibilité de nos modèles permet en fait de modifier ce qu'on s'attend de ce qui est. Donc même si les intervalles de confiance concernent des paramètres métaphysiques, ils aident néanmoins à mieux décrire et prédire le monde. Tous les intervalles de confiance sont faux, mais certains sont utiles. En particulier, l'incertitude sur les paramètres permet ensuite de déduire une incertitude adéquate à avoir sur les données prédites par nos modèles. Il est donc extrêmement utile de mesurer notre incertitude sur nos modèles, typiquement à l'aide d'intervalles de confiance sur les paramètres du modèle. Plus formellement, l'intervalle de confiance sur un paramètre, appelons-le θ, présuppose qu'on considère un ensemble de théories T de θ paramétrées par θ. L'intervalle de confiance sur θ s'appuie ensuite sur les données pour essayer de localiser θ. Par exemple, considérons la théorie T de P qui prédit que les données sont indépendantes et identiquement distribuées et prennent la valeur 1 avec probabilité P. Dans le jargon, on parle d'une suite de variables indépendantes de Bernoulli. Dès lors, sachant des données associées à une fréquence empirique f de la valeur 1, on pourra concevoir un intervalle de confiance à 95% pour la valeur du paramètre métaphysique P qui sera de la forme f moins 1,96 s divisé par racine carrée de n, f plus 1,96 s divisé par racine carrée de n, où f et s sont des variables qui sont calculées à partir des données observées par les équations que je donne ici. Les détails des calculs importent peu, ce qui est important à voir, c'est que l'intervalle de confiance est calculé à partir des données D. Alors, on pourrait croire que du coup, le paramètre P a une probabilité de 95% de se trouver dans l'intervalle de confiance à 95% cité plus haut. On a tendance à penser que l'intervalle de confiance décrit notre incertitude sur la valeur des paramètres. En fait, non. Il s'agit là d'une erreur aussi grave que de penser que la p-value des données est la crédence de la théorie. Non, je le répète, la probabilité que l'intervalle de confiance à 95% contienne la vraie valeur de P n'est pas de 95%. Tout d'abord parce qu'il n'est pas clair qu'il y ait une vraie valeur de P. Rappelez-vous, P est une quantité métaphysique. Tous les modèles sont faux. En particulier, il est tout à fait possible de calculer des intervalles de confiance de paramètres de modèles complètement faux. Mais surtout, l'intervalle de confiance se déduit uniquement des données. Par construction, il omet donc les préjugés bayésiens. Or, selon un proverbe bayésien, sans préjugés, aucune conclusion ne peut être tirée. Dès lors, un intervalle de confiance ne peut pas être ce qu'un bayésien est amené à croire. Et je vous renvoie vers des épisodes précédents où on a parlé de l'importance des préjugés ou vers le prochain épisode où on parlera des intervalles de crédence qui prennent bel et bien en compte ces préjugés. Pour l'heure, j'aimerais insister sur la propriété fondamentale des intervalles de confiance, celle qui pourrait sembler justifier la terminologie intervalle de confiance à 95%. Cette propriété garantit la fréquence de validité d'un intervalle de confiance si l'on suppose que notre théorie paramétrée est vraie pour une valeur du paramètre et si on répète la collecte de données. Autrement dit, en langage probabiliste, la propriété fondamentale des intervalles de confiance est le fait que la probabilité lorsque je tire la donnée D au hasard que le vrai paramètre θ se trouve à l'intérieur de l'intervalle de confiance construit à partir de la donnée D et avec un niveau de vraisemblance égal à 95%, sachant que la théorie T de θ est vraie, cette probabilité sur la donnée D est égale à 95%.
Ou dit autrement, si on considère 100 théories paramétrées vraies pour une valeur des paramètres, si on collecte des données pour chacune de ces théories, et si on calcule des intervalles de confiance à chaque fois, alors environ 95% de ces intervalles contiendront la vraie valeur des paramètres. Voici une interprétation adéquate des intervalles de confiance. Ou presque, il y a quelques trucs bizarres à rajouter. La première chose, c'est qu'on pourrait tout simplement construire l'intervalle de confiance qui ne contient que la valeur de θ pour avoir un intervalle valide à 100%. Mais le jeu proposé par Jerzy Neyman, le créateur des intervalles de confiance, c'est de chercher à construire des intervalles qui sont valides quelle que soit la valeur de θ. Sauf qu'il est en général impossible d'avoir une fonction qui à d associe l'intervalle de confiance qui dépend de d et de 95%, tel que pour tout θ, la probabilité lorsque je tire d au hasard que θ appartienne à l'intervalle de confiance, sachant que la théorie de t de θ est vraie, il est improbable que cette probabilité soit exactement égale à 95% pour toutes les valeurs de θ. En fait, le jeu proposé par Jerzy Neyman est plutôt de garantir que notre construction des intervalles de confiance est telle que pour toute valeur de θ, la probabilité que θ soit à l'intérieur de l'intervalle de confiance construit à partir des données D, sachant la théorie T de θ vraie, est au moins égale à 95%. Et peut-être idéalement pas trop supérieur à 95%. Bref, mathématiquement, tout ça en fait c'est pas si joli que ça et c'est surtout pas si bien défini. En particulier, il ne semble pas y avoir de solution canonique qui fonctionnerait pour toute théorie T de θ. Mais ce n'est pas le plus problématique. Le plus gros problème, c'est qu'une telle interprétation semble très fréquentiste. Même si elle offre une garantie rassurante sur les intervalles de confiance dans leur ensemble, en ignorant bien sûr tous les problèmes de biais de publication, elle ne nous dit en fait pas grand-chose sur un cas précis. En particulier, pour un bayésien en tout cas, il ne faut absolument pas confondre la probabilité lorsque je tire d au hasard que θ appartienne à l'intervalle de confiance construit à partir de d à niveau 95%, sachant la théorie T de θ vraie, avec une probabilité qui est sans doute plus pertinente pour le bayésien, à savoir la probabilité lorsque je tire θ au hasard que θ appartienne effectivement à l'intervalle de confiance construit à partir de d à niveau de 95%, sachant les données d. Ces deux probabilités sont très différentes. La première correspond davantage à une sorte de vraisemblance puisqu'elle correspond à une probabilité des données, alors que la seconde ressemble beaucoup plus à une sorte de crédence puisqu'elle correspond à la probabilité de théorie. En particulier, en général, non. La crédence qu'un paramètre se trouve dans un intervalle de confiance à 95% n'est pas 95%. Et pour le vérifier, je vous invite à calculer les intervalles de confiance de la méta-analyse des expériences de prémonition dont on a parlé dans l'épisode 12. L'intervalle de confiance que vous aurez calculé décrit-il vraiment ce qu'il nous faut conclure de l'expérience? Probablement pas. Bref, je sais que ces vidéos sont assez techniques et difficiles à comprendre, notamment car on a tendance à confondre des notions similaires comme les intervalles de fluctuation, de confiance et de crédence, tout comme on confond si souvent la vraisemblance des données et la crédence des théories. Mais j'espère que vous commencez à mieux discerner ces concepts différents, ou du moins à sentir qu'il y a là de nombreuses subtilités importantes que vous avez peut-être omises. Si vous en êtes arrivé à cette conclusion, c'est qu'on a en fait un énorme pas aujourd'hui. La dernière fois, on a parlé de l'importance de faire des erreurs, de sortir de sa zone de confort et du coup de publier des trucs sous incertitude et du coup qui ont une probabilité parfois pas si négligeable d'avoir des erreurs. Et Coucou Yule nous fait remarquer qu'en fait les réflexions qu'on a eues la dernière fois qui s'appliquent vraiment plus aux sciences, en fait s'appliquent également aux mathématiques. Et d'ailleurs à ce propos depuis quelques mois, lorsque je fais des mathématiques, notamment de la recherche en mathématiques, j'en fais encore un tout petit peu, lorsque j'énonce des conjectures que j'aimerais prouver, j'associe assez rapidement à ces conjectures des niveaux de crédence, non seulement en la vérité du théorème que je cherche à prouver et en ma capacité à prouver le théorème en question. Et j'essaie de jouer avec ces probabilités. Lorsque cette probabilité est supérieure à 50%, je vais essayer de démontrer la conjecture en question. Et quand je n'arrive pas à la démontrer ou que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bug, je décroît cette probabilité en la vérité du théorème. Et quand cette probabilité est suffisamment faible, je me mets à chercher des contre-exemples. Et ça, je pense que c'est un réflexe très intéressant à avoir en mathématiques de façon générale. Essayer de prouver ce qu'on pense le plus probable, mais lorsque l'on bute, essayer de retourner le problème et de se demander finalement si ce qu'on pensait ne serait pas en fait faux. Et en fait, comme on en reparlera, en fait pour les mathématiques, le bayésianisme pur est en fait assez inutile, puisque la pure bayésienne, c'est automatiquement quels théorèmes sont vrais ou faux, enfin, plus ou moins. Cependant, en pratique, on a des puissances de calcul limitées, du coup il nous faut faire du bayésianisme pragmatique, et ce bayésianisme pragmatique semble extrêmement utile en mathématiques aussi.
Abassiste, lui, fait la remarque que la vidéo de Veritasium, en fait, a un champ d'application qui va au-delà du simple petit exemple ou de la curiosité scientifique qui est suggérée par la vidéo, et carrément. Et d'ailleurs, je vous suggère vivement d'essayer d'avoir une analyse bayésienne du problème de Veritasium. Qu'est-ce qu'il aurait été le plus optimal de faire si on jouait au jeu de Veritasium? Pourquoi est-ce qu'on est amené, par exemple, à vouloir penser que c'est une suite de puissance de 2 et ainsi de suite? Quelles sont les alternatives qui sont le plus probables? Pourquoi ces alternatives semblent plus probables? Quel est finalement votre préjugé sur la règle que Veritasium a en tête? Voilà, je pense que c'est des réflexions qui sont assez fascinantes. On a déjà parlé de réflexions similaires avec Thibaut notamment dans un épisode d'Axiom que je vous recommande d'aller voir si ça vous intéresse. Et c'est aussi très intéressant de faire le lien entre ces problèmes très théoriques et des problèmes beaucoup plus concrets, de faire cette transférabilité qui me semble très importante à faire entre des problèmes assez abstraits sur lesquels on n'a pas d'hooliganisme et où c'est assez facile de poser le raisonnement, vers des problèmes où malheureusement on a beaucoup plus de mal à garder notre calme et à appliquer les principes de la rationalité. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode. La prochaine fois, on va continuer à parler d'intervalles. Notamment, je vais essayer de vous encourager à vraiment utiliser beaucoup plus des intervalles que des chiffres pour raisonner. Et en particulier, on parlera des intervalles de crédence qui, eux, ont un vrai fondement bayésien. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don. Et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Il y a déjà un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intervalle de fluctuation, on l'utilise lorsqu'on connaît la proportion P. Alors, soit on la connaît, soit on est capable d'en faire l'hypothèse. En tout cas, on peut écrire au départ de l'exercice P égale temps. Alors que l'intervalle de confiance, lui, sert justement à estimer cette proportion théorique. Donc au départ de l'exercice, je ne connais pas P et je veux justement en obtenir une valeur approchée qu'on va obtenir dans ce fameux intervalle de confiance. A confidence interval is an estimated range of values that seem reasonable based on what we've observed. Its center is still the sample mean, but we've got some room on either side for our uncertainty.